Merci, chers collègues, le professeur Chimère Wade, expert comptable qui nous parlait du contentieux fiscal au Sénégal. Le règlement du contentieux fiscal au Sénégal. Et son ami doit vous parler maintenant du règlement du contentieux du droit des affaires. J'ai à côté de moi des juristes. Ils peuvent témoigner une chose. Nous avons notre méthode d'élaborer. Ce sujet contient des notions importantes. Nous allons d'abord les cerner avant de faire sortir une problématique et répondre par un plan à deux parties. Regardez bien le sujet, le règlement du contentieux des affaires du droit OHADA. À partir de là, Jay me dira forcément, monsieur, il y a trois notions importantes. OHADA, d'abord, droit des affaires, et enfin, contentieux. Cette notion de contentieux a été très bien cernée par M. Chimère Wade. Et tout à l'heure, lors de son intervention, nous avons aussi entendu des choses. Que le contentieux fiscal se règle de deux manières. C'est d'une manière administrative. L'autre manière, c'est la manière juridique pour parler du recours judiciaire. OHADA signifie quoi? Je vais paraphraser les mots du doyen, du juge Kebambaye, qui disait que l'OHADA est cet outil juridique imaginé pour servir l'intégration économique et la croissance en Afrique. L'OHADA a été créé en 1993 avec des objectifs précis. Quels sont ces objectifs? La sécurité juridique des activités économiques, encourager l'investissement, mettre fin à l'insécurité juridique, mais surtout l'insécurité judiciaire. Je reviendrai à ces deux notions parce qu'on sait que l'OHADA a été créé à partir d'une remarque importante. Il y avait à un certain moment en Afrique deux choses: absence de sécurité et absence de rapidité. Il fallait trouver des solutions. Et la solution trouvée à l'époque, c'était de créer le traité de l'OHADA. Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ce droit des affaires signifie quoi? Le droit des affaires, on peut le définir comme étant l'ensemble des règles applicables aux entreprises, de leurs relations entre elles et d'une manière générale à la vie des affaires. C'est ça le droit des affaires. Mais ce droit concerne quoi? Quelles sont les parties ou bien quels sont les textes qui ont été harmonisés? Quels sont les domaines visés par le traité de l'OHADA? Il y a présentement 10 actes et je parlerai du dernier acte qui vient en fait renforcer l'arsenal juridique. C'est l'acte uniforme relatif à la médiation. Ce droit des affaires concerne le droit des sociétés, les statuts des commerçants, le recouvrement des créances, sûreté et voies d'exécution, redressement des entreprises, mais aussi le droit de l'arbitrage, droit du travail, droit comptable, mais aussi touchant le domaine des transports. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle le droit des affaires. Mais ce qui nous intéresse plus avec ce sujet, c'est quoi? C'est le contentieux. Il a donné une définition. Moi, je me limiterai juste à vous dire que le contentieux renvoie à l'ensemble des contestations dérivées de l'application des actes uniformes. Cela signifie quoi? D'une manière vraiment accessible, terre à terre. Le contentieux renvoie aux différents, aux litiges qui concernent ce qu'on appelle les actes uniformes. Après une définition claire du contentieux, on peut soulever une question. Comment est réglé le contentieux du droit des affaires? En d'autres termes, quelles sont les voies de règlement du contentieux du droit des affaires? Là, pour répondre, je vais remonter
Parce qu'à l'origine, le législateur OHADA avait dit clairement que le contentieux du droit des affaires se règle par deux voies. La voie judiciaire et la voie arbitrale. Mais attention, le droit évolue. On ne va pas dire présentement la voie arbitrale, non, loin de là. Parce qu'à côté de l'arbitrage, on voit l'émergence d'autres modes de règlement du contentieux. Et par là, je fais appel à quoi? À l'acte uniforme sur la médiation de 2017. La conciliation qui existait dans l'acte uniforme sur les procédures collectives de 2015. Et récemment, qu'est-ce qu'on a vu sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution? La notion de conciliation est encore introduite. À partir de là, chers juristes, amis, amiables du contentieux des affaires. Par rapport au règlement judiciaire, il y a une compétence réservée dans un premier temps aux juridictions nationales. Ce qui signifie quoi? Quand il s'agit des actes uniformes, quand les actes uniformes sont en jeu, ce sont les juridictions nationales qui sont compétentes dans un premier temps. Et cette compétence est prévue par l'article 13 de l'acte uniforme qui dispose clairement: le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des États parties. Première instance et en appel par les juridictions des États parties. Cela signifie quoi? Quand il y a un acte uniforme qui a été cité ou un contentieux relatif à un acte uniforme, le justiciable a la possibilité, le droit de saisir une juridiction nationale. On a parlé de première instance et en appel. Selon la compétence des juridictions, on peut saisir le tribunal d'instance, on peut saisir le tribunal de grande instance. En cas de contestation ou d'insatisfaction, on a la possibilité de saisir la juridiction supérieure pour mettre en jeu la règle du double degré de juridiction, en faisant ce qu'on appelle un appel. Ce qui signifie quoi? Sur la base de l'article 13 de l'acte uniforme, compétence des juridictions nationales, c'est en première instance et en appel. Les juridictions nationales rendent des décisions touchant les actes uniformes. Mais attention, il y a une limitation de compétences. Maintenant, par rapport à ces décisions, il faut soulever une remarque ou un point important, c'est la circulation des décisions rendues par les juridictions nationales dans l'espace OHADA. Aujourd'hui, une décision qui a été rendue au Sénégal, est-ce qu'elle peut être appliquée dans un autre pays membre de l'OHADA? Les textes ne disent rien, ce qui pose problème d'harmonisation. Donc là, c'est un point à soulever et qui doit être corrigé. Première instance et en appel. Mais attendez, la procédure, après une décision de la Cour d'appel, qu'il y ait un pourvoi si on n'est pas d'accord de cette décision. Mais ce pourvoi à l'interne était porté où ou intenté devant quelle juridiction? Devant la Cour suprême. Mais attention, on parle des actes uniformes. La compétence des juridictions nationales se limite en première instance et en appel. À qui revient le pourvoi? Je parle de mon grand B, la CCJA. Cette partie réservée à la voie judiciaire, dans une première partie, ce sont les juridictions nationales, juridictions de droit commun. Deuxième partie, puisque c'est une compétence limitée, en deuxième lieu, il y a la CCJA, qui a une compétence d'application et d'interprétation des actes uniformes, disent les textes. Mais qu'est-ce qu'on entend par compétence d'application et d'interprétation? Tout à l'heure, avec l'exemple donné, j'avais dit, première instance, appel, le pourvoi qui devait être porté devant la Cour suprême du Sénégal est porté devant la CCJA. C'est ce que disent les juristes. Les pouvoirs anciennement dévolus à la Cour suprême sont transférés à la Cour commune de justice et d'arbitre. Donc retenez ceci, quand il s'agit d'actes uniformes pour les pourvois, c'est la CCJA qui est compétente, qui doit trancher. Donc par rapport à l'application, il y a une compétence. Par rapport à l'interprétation aussi, il y a une compétence. Pourquoi? Le droit, des fois, est appelé à être interprété. Les textes qui sont en jeu constituent les textes, en fait, du traité de l'OHADA, qui n'a pas été créé par le législateur sénégalais,
l'interprétation n'est pas de la compétence du juge national. Quand il s'agit d'interpréter une disposition contenue dans les actes uniformes, ça relève de la compétence exclusive de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure une compétence d'application et une compétence d'interprétation à deux niveaux. S'il s'agit d'application, les juridictions nationales n'ont pas la possibilité de remettre en cause ce qui a été décidé par la CCJA. Quand il s'agit d'interprétation aussi, pareil, les textes interprétés sont appliqués directement. Si vous voulez, rappelez-vous de la notion autorité de la chose jugée, pour dire que tout ce qui vient de la CCJA atteint autorité de la chose jugée devant les juridictions nationales. La première partie était réservée au règlement judiciaire, divisé en deux, les juridictions nationales et la Cour commune de justice et d'arbitrage. L'autre voie qui permet de régler le contentieux du droit des affaires, je ne dis pas la voie arbitrale, je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai dit plutôt, c'est le mode amiable de règlement du contentieux. Et par rapport au mode amiable du règlement du contentieux, au départ, ce qui a été prévu, c'est l'arbitrage. Mais je l'ai dit tout à l'heure, à l'état actuel, il existe dans l'espace OHADA 3 modes de règlement non juridictionnel désormais. Il y a l'arbitrage, la médiation et la conciliation. C'est ce qui me fait dire, à la deuxième partie, mode de règlement amiable. Commençons par l'arbitrage. C'est quoi l'arbitrage? Plusieurs définitions ont été données. Je rappelle par rapport au texte. Le premier texte sur l'arbitrage, l'acte uniforme sur l'arbitrage, date de 1999 avec le règlement d'arbitrage de la CCJA. Mais après plusieurs années d'existence, on a noté pas mal de remarques, pas mal de critiques par rapport à l'acte. Pour favoriser le règlement du contentieux par la volonté des parties, le législateur OHADA a procédé à une réactualisation, je dirais même redynamisation, une rénovation de l'acte uniforme pour que ce soit beaucoup plus attractif, pour que les parties puissent régler le problème à l'amiable. C'est ce qui a amené la révision en fait de ce texte, droit de l'arbitrage, mais aussi le règlement de la CCJA. L'arbitrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs définitions. Mais il y a une définition donnée par un auteur, un grand juriste, très pertinente sur l'arbitrage. Charles Carasson, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'arbitrage? C'est une institution par laquelle un tiers règle le différend, qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celle-ci. On vous dit un tiers, les tiers ici, tiers ou deux ou trois personnes, constituent qui? Ce sont les arbitres, à qui on a confié une mission juridictionnelle. Mais la mission juridictionnelle, attention, il faut la comprendre comme une mission de pouvoir rendre une décision au même titre que le juge. Raison pour laquelle on parle de mission juridictionnelle. L'arbitrage maintenant, un petit rappel par rapport à ces techniques de mise en œuvre. Il y a deux techniques. Il y a ce qu'on appelle le compromis, ou bien la clause compromissoire. Le compromis, c'est une convention par laquelle les parties décident, face à un litige déjà né, de soumettre l'affaire ou de porter l'affaire devant des arbitres, c'est-à-dire recourir à l'arbitrage après la naissance du litige. La clause compromissoire renvoie à quoi? Une convention par laquelle les parties décident à l'avance, c'est-à-dire avant la naissance du litige, de faire recours à l'arbitrage. La clause compromissoire est beaucoup plus contraignante que le compromis. Parce que quand on insère une clause compromissoire, la loi dit il y aura forcément des obligations pour les parties. La première obligation, c'est quoi? Face à une clause compromissoire, les parties
n'ont pas le droit, après la naissance du litige, d'aller saisir une juridiction. Si la juridiction est saisie, elle doit se déclarer incompétente. Deuxième obligation, c'est quoi? C'est que les parties doivent suivre en fait la procédure arbitrale du début à la fin. Et troisième obligation, l'arbitrage donne droit à une décision qu'on appelle la sentence arbitrale. La sentence arbitrale, les parties doivent la respecter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le nouveau acte uniforme sur l'arbitrage récemment règle certaines questions. La constitution du tribunal arbitral, l'instance arbitrale, et par rapport à la constitution du tribunal arbitral, on vous dit que toujours le tribunal arbitral doit être constitué d'un arbitre ou de 3. En cas de désaccord, on prend un arbitre unique. En cas de désaccord par rapport à la désignation des arbitres, il y a une compétence réservée à la juridiction étatique. Il y a l'instance arbitrale, je vais y revenir par rapport aux questions posées. Il y a aussi ce qu'on appelle la sentence arbitrale, qui est la décision rendue par les arbitres, qui doit être exécutée. Mais elle peut aussi faire l'objet de ce qu'on appelle de recours. J'aurai l'occasion de revenir sur les recours, mais attention, les recours que vous connaissez souvent ne peuvent pas être exercés face à la sentence arbitrale. La sentence arbitrale ne peut pas faire l'objet d'appel, la sentence arbitrale ne peut pas faire l'objet de pourvoi, la sentence arbitrale ne peut pas faire l'objet d'opposition, mais attention, elle peut faire l'objet de recours en annulation, elle peut aussi faire l'objet de tierce opposition ou de révision. Par rapport à l'exécution forcée de la sentence arbitrale, les parties peuvent faire recours à la juridiction étatique pour pouvoir en fait avoir ce qu'on appelle l'homologation ou l'exéquatur qui poussera les parties à l'exécution. Déjà, vous remarquez à un moment donné, même si on parle de procédure arbitrale, vous entendez parler de l'intervention en fait de la juridiction étatique qui pose problème avec l'esprit des modes de règlement amiable. À côté de l'arbitrage, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi ce qu'on appelle la médiation. Vous vous rappelez de l'arbre à palabre? Vous vous rappelez? C'est ce qui a été transposé dans le droit. La médiation, c'est l'arbre à palabre modernisé. On fait recours à des médiateurs pour aider les parties à avoir une solution. C'est ça qu'on appelle la médiation. Et le législateur Owada l'a créé récemment, l'a inséré. Ça constitue le 10e acte uniforme. Même si dans les États membres, il y avait des textes en réalité qui parlaient de la médiation. Mais acte uniforme relatif à la médiation vient d'être créé récemment par les législateurs. C'est à la suite de la réactualisation de l'arbitrage que le législateur Owada a prévu ce qu'on appelle la médiation. C'est quoi la médiation? J'ai dit tout à l'heure que l'esprit des modes alternatifs, c'est le règlement du contentieux par les parties. Le législateur dit aux parties, cherchez à régler votre contentieux. C'est ce qu'il favorise en fait. Raison pour laquelle le législateur, en parlant de la médiation, à l'article 1, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable, d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre, ou lié à un tel rapport impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États. Par la définition, on sent très bien l'idée ou l'esprit véhiculé en fait par les législateurs. Le règlement du litige par les parties avec l'apport d'un médiateur. Et même par rapport au champ d'application, on voit qu'il s'agit d'un mode de règlement amiable beaucoup plus vaste, et aussi par rapport aux personnes concernées, on voit une amélioration parce que même les personnes morales en fait de droit public maintenant sont impliquées. Cette procédure de médiation, retenez aussi, je donne juste les grandes lignes, qu'elle est gouvernée par un certain nombre de principes.
J'allais dire tout à l'heure, même la volonté des partis est visible par l'expression utilisée à l'article 1. Le législateur n'a pas parlé de procédure, mais a parlé plutôt de processus. Parce que la procédure renvoie à l'application ou la mise en œuvre d'un ensemble de règles. Et quand on parle de règles, on pense à la procédure juridictionnelle, alors qu'ici on parle de médiation. Ces principes, c'est d'abord la liberté des partis. Premier principe, c'est la liberté des partis. Aujourd'hui, on n'impose pas les partis la médiation. Ça doit découler en fait de la volonté des partis. Il y a en fait le caractère indépendant, impartial et la disponibilité du médiateur. Ça concerne le médiateur. Il y a la confidentialité. Cela signifie quoi? Durant toute la procédure de médiation, tout ce qui a été dit, les informations véhiculées doivent être tenues au secret professionnel. Il doit y avoir une certaine confidentialité. Mais n'empêche, il peut y avoir des dérogations. Si aujourd'hui la loi l'autorise, on peut l'admettre, ou bien ce qui a été divulgué a un impact par rapport à la décision qui sera rendue. Par rapport à la décision, l'exécution de l'accord de médiation, là aussi, il peut y avoir homologation et exéquature, ce qui fait intervenir le juge national, la juridiction étatique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et en dernier lieu, je vous ai parlé aussi comme mode de règlement, la conciliation qui existait avant l'acte uniforme qui a été récemment adopté. En 2015, sur les procédures collectives, les législateurs avaient prévu la conciliation permettant aux débiteurs de trouver une solution, de concilier les débiteurs et ses créanciers, même si cette procédure quelque part est en fait critiquée parce qu'on n'implique pas tous les créanciers. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais récemment, on a constaté aussi que le législateur a introduit la conciliation dans l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Donc, pour dire, par rapport au mode de règlement amiable, vous avez trois choses: l'arbitrage, la conciliation et la médiation, qui permet aux parties de pouvoir trouver une solution. Il est en train de me regarder. Sûrement, il pose une question: quand est-ce qu'il va arrêter ce gars? Je te comprends, madame, mesdemoiselles, messieurs, je vais conclure. Je vais conclure en attirant votre attention sur une chose. Le règlement du contentieux, c'est à deux niveaux. Nous avons d'abord la voie judiciaire et nous avons le règlement amiable. La voie amiable, si vous voulez. Mais ce qui a été constaté avec l'évolution des modes alternatifs, on voit que le législateur Awada favorise la volonté des parties pour le règlement du contentieux. Par là, il y a un point important. Bien, si vous voulez, une question. Avec la promotion des modes alternatifs de règlement du contentieux, est-ce que cela ne va pas entraîner ou créer un anéantissement ou une sidération de la justice étatique? Je vous remercie.